L'homme est assis sur le crâne de l'humanité, et sur ce trône le profane, oreille effrontée, souffle gaiement des bulles rondes qui montent dans l'air, comme pour rejoindre les mondes au fond de l'éther. Oh, vous êtes là. Bonjour et bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog T-Masters et également le manager de la boutique t-masters.com. Bienvenue où que vous soyez, en Belgique, en France, en Navarre, en Italie, au Canada, ou bien en Israël, ou bien partout dans le monde, hein, peut-être même à Hong Kong ou bien au Japon. Je vais donc faire aujourd'hui un cours sur le thé comme cadeau. Et ça tombe bien parce que dans 3 semaines, ça va être Noël et peut-être que vous êtes encore à vous demander mais qu'est-ce que je peux bien offrir d'original, de sympa à mes amis ou bien à ma famille. Et donc aujourd'hui on va parler du thé comme cadeau et vous verrez que vous ne serez pas les premiers à donner du thé comme cadeau. En fait, cette tradition est très très ancienne. Alors, si vous me suivez sur YouTube, mettez-moi un petit like, un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon petit travail. Et si vous me suivez sur Facebook, restez jusqu'à la fin et vous aurez la possibilité de me poser des questions que je répondrai en live, simplement sur YouTube. Donc, voyons voir si tout se passe bien. Hier, j'ai eu un petit problème de micro. Donc j'espère que cette semaine, qu'aujourd'hui ça ne sera pas le cas. Si ça devait être le cas, dites-le moi. Voilà, très bien. Donc, comme je disais, vous ne seriez pas les premiers à donner du thé comme cadeau. Qui ont été les premiers ambassadeurs du thé en fait en Chine, qui ont été les premiers à vraiment transmettre cette idée de thé comme cadeau. En fait, ce sont simplement les empereurs de Chine, hein, dès la dynastie Tang, puisque c'est la dynastie où le thé vraiment est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui grâce à Lu Yu. Dès cette dynastie, le thé a été un cadeau dans la panoplie des cadeaux des empereurs qu'ils donnaient à leurs conseillers, à leurs ministres, à leurs concubines nombreuses, ou bien à leurs généraux. Et vous savez peut-être que le problème de la Chine a très souvent été celui de ses frontières, notamment ses frontières avec le nord barbare, hein, et ses invasions nombreuses, répétées de Mongols ou bien d'autres tribus qui ont même conduit à l'effondrement à la fin des Song et la dynastie Yuan, la dynastie mongole, mais même durant les autres dynasties, la dynastie Tang, elle a été établie grâce à un général qui a su bien utiliser les chevaux. Et donc la dynastie Song, c'est celle qui a dû quitter le nord pour installer la capitale au sud. C'est pour ça qu'on parle de Song du nord et de dynastie Song du sud, à cause des invasions barbares. Et les Ming ont réussi à rétablir. Et les Mandchous, en fait, la dynastie Qing, c'est la dynastie Mandchou, donc également une dynastie de tribus du nord qui ont réussi à conquérir toute la Chine. Donc pour stimuler l'ardeur des généraux, les empereurs ont toujours fait des cadeaux à ces généraux en argent, en or, en provisions également, pour qu'ils puissent entretenir une grande armée et beaucoup de chevaux aux frontières. Mais ils donnaient également du thé. Et moi j'y vois dans le thé une espèce de symbole. Ils préféraient probablement plutôt donner du thé que du vin, parce qu'ils se disaient probablement vaut mieux avoir une armée et des généraux qui ont bu beaucoup de thé le soir avant la bataille que beaucoup de vin, et parce que des généraux et des soldats avinés ne seront pas aussi prompts au combat et prêts à défendre la terre d'or, la Jintu, la terre de Chine,
que des généraux qui ont un peu trop bu d'alcool de sorgho. Donc, bon, ça c'est un petit peu la blague un petit peu de préservation de soi, d'y voir son intérêt. Mais le thé, en fait, c'était également un symbole pour le raffinement de cette société chinoise à la dynastie Tang, donc il y a 1300 ans, qui était la société la plus avancée dans le monde. Après l'effondrement de l'Empire romain, l'Europe était au début du Moyen-Âge. Il essaie de se reconstruire doucement, mais la Chine, vraiment, elle surpassait tous les autres pays, toutes les autres civilisations à cette époque-là. Elle arrivait à attirer des marchands du monde entier. On voit ça avec les trésors du temple Famen, de la préparation de thé, qui utilisait beaucoup d'accessoires en argent et en or ciselés, avec un Pégase volant sur cet accessoire qui permet de moudre le thé en poudre. Donc vraiment la société, qui était une société agraire à l'époque, encore il y a 1300 ans, qui produisait surtout à manger du riz. C'était ça la société pendant des millénaires, partout dans le monde. Mais cette société agraire était la plus développée sur la planète. Et le thé, pour ces empereurs, représentait ce fruit du sol qui était le plus raffiné également, pour lequel on avait inventé cette préparation de thé très raffinée, plus raffinée que celle que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on met simplement les feuilles récoltées, séchées et transformées dans notre gaiwan ou dans une théière, alors qu'à l'époque, il fallait prendre, c'était des galettes. Les galettes, aujourd'hui, les brewers, on enlève les feuilles, on les décortique directement, mais à l'époque, il fallait encore d'abord les passer au-dessus d'une flamme pour un petit peu les réchauffer, également pour enlever l'humidité qui avait pu s'accumuler dans ces feuilles avant de les briser et avant de les réduire en poudre complètement, de les tamiser et ensuite seulement de les plonger dans une eau qui était à ébullition et en rajoutant un tout petit peu de sel. Donc sa préparation était plus raffinée que la nôtre. Donc ça nous montre que le thé, c'était vraiment le symbole de ce raffinement de cette culture chinoise à l'époque. Donc pareil, je dirais que le fait d'offrir du thé, ce n'est pas simplement l'idée d'offrir un breuvage qui est cool, à la mode, santé, zen, passez-moi toutes les expressions un petit peu marketing qu'on peut utiliser, mais l'idée c'est vraiment d'offrir un produit d'un immense raffinement et qui nous vient pratiquement de la nuit des temps, qui vient d'il y a plus de 1300 ans dans l'idée. Et derrière ça, il y a également, on peut voir ce cadeau comme une porte d'entrée pour le monde et la culture chinoise. La Chine, je ne vous fais pas un dessin, depuis une quinzaine d'années, elle est devenue une des puissances émergentes, bien pratiquement dominantes dans le monde. On ne peut plus faire pratiquement d'informations sans connaître l'opinion des dirigeants chinois sur tel et tel sujet, sur la pollution, sur les monnaies, sur l'or, le pétrole. Tout semble être influencé par cette puissance chinoise. Et donc le thé, c'est également un produit hautement chinois, et offrir du thé, ça peut être une porte d'entrée pour s'intéresser à la Chine et à sa longue culture et à son histoire. S'intéresser, ça ne veut pas forcément dire qu'on prend tout pour argent comptant et
et qu'on devient un ambassadeur de la Chine, on peut, vu que en plus je suis à Taïwan, ce n'est carrément pas le cas. On est plutôt critique vis-à-vis de la Chine de l'autre côté du détroit de Formose, mais en tout cas, mieux vaut connaître son ennemi, comme dirait Machiavel. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Donc on a déjà vu que le thé comme remplacement de l'alcool peut être bénéfique d'un point de vue de l'esprit, mais de nos jours, on a moins tendance à boire du vin ou de la bière à table. Par contre, on a beaucoup plus tendance à boire des jus de fruits ou bien des coca, des sodas à table. Et là, pareil, le fait de remplacer ces breuvages très sucrés par un thé qui n'est pas sucré, ça peut être également bénéfique, pas tellement pour l'esprit, mais pour la ligne et également pour le cholestérol. Et donc, de ce point de vue-là, sans parler des propriétés des polyphénols, de la théine, etc., qui vont être, dont l'effet va être un peu limité parce que quelques feuilles suffisent. On ne boit pas tellement de thé que ça quand on boit du thé de très haute qualité. Par contre, je crois que le bénéfice le plus sûr, le plus certain, c'est que le thé, dans ces cas-là, va remplacer des boissons qui ne sont vraiment pas très bonnes pour notre santé. Donc, toutes ces boissons qui sont trop sucrées pour notre alimentation de nos jours. Et puis, encore une chose, c'est que le thé va être également une porte d'entrée vers un monde artistique, un monde raffiné, hein, pas forcément chinois. On peut également trouver des pièces d'accessoires faits en Europe ou bien en Amérique pour préparer le thé. Et quand on fait un chachi, par exemple, là j'ai mis un chabou dans l'ambiance de Noël, donc mais avec cette idée de rajouter un côté artistique, parce que le thé, donc c'est un peu plus qu'une simple boisson, c'est créer un moment, une expérience qui va être agréable, pas simplement pour le palais, pas simplement pour les sens, mais également pour l'esprit. Et donc c'est également cela qu'on veut essayer de donner en donnant du thé, d'orienter ses amis ou bien les gens de sa famille vers un produit qui est un petit peu très moderne également parce qu'il va être mi-produit, mi-service, c'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui, donc je disais au départ, le thé c'est quelque chose de très agricole comme produit, ça vient d'un terroir, fruit de la terre et du climat, et puis d'une culture des hommes. Puis c'est devenu un produit un peu plus industriel, fait à grande échelle, avec des machines, et malheureusement également un petit peu des produits chimiques pour permettre de produire plus et de ne pas perdre les feuilles à cause des insectes. Et maintenant cela est de nouveau, il y a peut-être eu des excès, maintenant c'est de nouveau contrôlé, surtout dans les thés de haut de gamme. On fait vraiment très attention à avoir des produits qui sont vraiment sains et qui n'utilisent pas trop de pesticides et d'engrais non naturels. Mais maintenant, dans cette nouvelle, dans notre ère nouvelle, qui est une société de services, le thé, vraiment, c'est très bien adapté, je trouve, parce que déjà, c'est un produit qui est léger. On dit que notre économie devient de plus en plus légère, que pour chaque euro produit, on utilise de moins en moins de matières premières. Et le thé, c'est un peu le symbole de cela, parce que c'est un produit qui est rendu très très léger par sa production. On enlève toute l'eau, pratiquement 95% du poids d'une feuille récoltée disparaît, c'est l'eau, et il ne reste qu'un poids vraiment minimum, et ça permet
le transporter à de longues distances de manière très légère et donc en polluant moins parce que l'eau qu'on a enlevée à l'endroit de production, c'est la personne qui va le boire qui va le rajouter par après. Donc ça c'est vraiment un produit déjà très intelligent dans sa conception parce qu'il permet d'alléger tellement le transport et ça correspond bien aux besoins de notre temps. Mais également c'est un produit où la part où ce n'est pas simplement un produit qu'on prend pour le corps. En fait, le corps, ce dont il a surtout besoin, c'est de l'eau. L'apport du thé, ses arômes, son goût, même si ça va surtout toucher nos sens, ce sont surtout on n'en a pas vraiment besoin en tant que tel. Par contre, ce sont ça va nous créer une expérience qui va nous rendre heureux, hein, en tout cas qui est faite, si le thé est bien fait, pour nous rendre heureux et pour nous mettre de bonne humeur, pour nous donner un moment de paix, un moment de sérénité, un moment de repos, ou bien également si c'est un thé un petit peu plus fort, le matin, ça va nous donner un petit peu la pêche et nous réveiller, selon lesquels. Hein. Donc il y a vraiment aussi une grande variété de thés. Il y en a pour tous les goûts et pratiquement pour toutes les ambiances. Des thés pour se relaxer, des thés pour se réveiller, des thés qui vont être très légers, très fins, et des thés très très lourds et très puissants. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les moments. J'ai à ce propos écrit un article en anglais sur quel genre de thé offrir à quel type de personnes, si ce sont des grands débutants, ou bien des gens un peu plus expérimentés, ou bien carrément des experts. Je vous ai écrit un article donc sur mes recommandations dans ma boutique. Quels sont les thés qui vont le mieux correspondre? Et donc j'espère que ça va vous aider pour faire votre choix. Et le plus grand conseil, c'est de commencer par des échantillons si vous ne connaissez pas les thés et si vous êtes vous-même plutôt au début de votre route. Il vaut mieux commencer par déguster des thés très différents pour mieux connaître également vos goûts et puis également pour s'entraîner à bien y réussir parce que ce n'est pas toujours simple. D'ailleurs, à ce propos, je vais la semaine prochaine faire une autre vidéo consacrée à comment bien préparer les thés qu'on offre en cadeau. Ce sera une vidéo que vous pourrez transmettre justement à vos amis ou à votre famille qui auront reçu votre thé et dans laquelle je vais expliquer de manière la plus simple possible comment préparer un thé si on n'a vraiment pas de connaissance du thé. Donc je vais essayer de mettre en une vidéo mes 19 ans d'expérience pour leur faciliter la tâche et bien réussir les bons thés qui viennent de ma boutique. Et bon, maintenant je vais aussi vous dire un petit mot pour pourquoi ma boutique. Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous saurez que une des raisons principales, c'est que le thé est ma passion. Si j'ai un blog depuis maintenant 2004, c'est parce que vraiment c'est devenu une passion, un intérêt, et c'est plus qu'une carrière. En plus, avec cette passion, j'ai eu la chance de rencontrer un vrai maître de thé auprès duquel je continue à prendre des cours hebdomadaires et dont j'apprends beaucoup. Et ça m'a vraiment permis de devenir très bon dans ce que je fais, dans la sélection, dans la préparation, dans la conservation des thés, dans une grande gamme de thés, surtout les oolong et les pu'er à Taïwan. Donc j'ai vraiment eu cette chance là. En plus, j'habite à Taïwan
où les producteurs de thé n'habitent pas si loin que ça de chez moi. À moins d'une demi-heure, je peux être dans la maison d'un producteur et goûter ses thés. Donc c'est vraiment un grand avantage d'être sur place. Et c'est aussi un grand avantage parce que les productions de chaque saison vont vraiment grandement varier, même d'un jour à l'autre. Et vraiment, je m'arrange toujours pour acheter des lots qui ont une date précise de production. Ce ne sont pas des mélanges. Et comme ça, j'arrive à avoir des goûts qui sont vraiment d'une grande pureté. Et j'arrive toujours à avoir vraiment une qualité supérieure, puisque je peux toujours choisir entre plusieurs lots. Et je fais toujours le meilleur choix possible. C'est pas forcément toujours le meilleur thé du monde, mais dans sa catégorie de prix, je crois que j'ai vraiment une qualité vraiment supérieure à ce que vous pourrez trouver ailleurs. Et donc en plus, comme je suis à Taïwan, c'est encore plus simple. Et les oolongs, ce sont les thés les plus complexes parce qu'ils ils sont semi-oxydés et ils peuvent être également torréfiés. Donc on joue sur deux tableaux, sur deux axes, une axe d'oxydation et une axe de torréfaction. Et alors que tous les autres thés, les thés verts, ils ne sont pas du tout oxydés et ils ne sont pas torréfiés. Les thés rouges, ils sont complètement oxydés et là, la torréfaction peut un peu varier, mais pas tellement. Donc c'est vraiment juste la catégorie des oolongs qui est la plus complexe dans cette grille, parce qu'on peut varier l'oxydation et varier la torréfaction. Et donc c'est vraiment ça a d'ailleurs aussi été le dernier thé qui a été inventé parce qu'il est plus compliqué à produire. Il demande le plus de savoir-faire, mais c'est aussi le thé qui va apporter le plus d'intérêt, le plus d'arômes différents, et donc c'est un peu aussi le plus intéressant à explorer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, donc pour ce petit cours de préparation de thé pour les grands débutants.